Ce week-end de Pâques ne ressemble à aucun autre. C'est très dur, très dur. Il a fallu serrer la vis. Vous pouvez me présenter votre attestation et une pièce d'identité? Restreindre les activités physiques. On s'adapte, je trouve ça très bien qu'il y ait des règles de confinement. Plus tôt on en sera sorti, mieux ce sera. Ça n'est pas pour demain. Aujourd'hui, l'impératif, c'est de faire en sorte que le confinement fonctionne. Tout faire pour freiner la propagation du virus qui poursuit ses dégâts à travers le monde. Jeter toutes ses forces dans la bataille. À situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle. Ne lui laisser aucun répit. Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. Bonjour, c'est l'infirmier. 5e étage, hein. Vous allez bien? Avant chaque visite, c'est le même rituel. Sa préparation lui prend 10 minutes. C'est vraiment contraignant. Après, on le fait pour eux, pour nous et pour les suivants. C'est vrai que ça prend excessivement de temps. On a ces générateurs de stress quand même parce qu'on a toujours peur de mal faire. On n'est pas en système hospitalier, donc il faut se débrouiller un peu par nous-mêmes pour trouver des, entre guillemets, protocoles qui nous permettent d'être protégés, de ne pas faire de bêtises. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas facile. Alors, Olivier a 45 ans. Il est infirmier libéral. Ok, pliez le coude. Ça marche. Avec ses confrères, Olivier a mis sur pied dans sa commune un système de visite dédié aux patients atteints du Covid-19. là, ce qu'on a mis en place, c'est une tournée 7 jours sur 7, un infirmier différent chaque jour, à tour de rôle, qui prend en charge cette tournée. Exclusivement des patients Covid+, des patients exposés à qui on nous demande de faire des prélèvements, l'écouvillage, et des patients en attente de résultats, ou alors des patients à forte suspicion. On va voir Manon, qui est une jeune patiente qui a tous les symptômes. Elle doit être à J14. Elle a passé la nuit d'hier aux urgences pour dyspnée, etc. On y va? Manon a 22 ans. Elle est auxiliaire de vie. C'est une personne à risque. Elle est asthmatique. Par rapport à hier, comment vous vous sentez? Pas mieux, c'est pas pire. Ça marche. Alors, on fait comme d'habitude. Vous prenez une grande inspiration. Et vous déroulez un décompte sans reprendre d'inspiration à un rythme normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas progressé, hein, costaud, hein. En tout état de cause, vous n'êtes pas prêt de retourner bosser. Votre arrêt, il va jusque quand? Lundi. On est d'accord qu'à part un bon coup de bien dans la semaine, reprendre le boulot lundi, ça va être compliqué, hein. Pour exercer sa profession en toute sécurité, Olivier et ses confrères ont dû apprendre à se débrouiller tout seuls. L'État nous a strictement rien fourni, ça c'est un peu le point d'échappe en ce moment, hein. Il a fallu s'organiser, c'est que du système D. Par exemple, les blouses, enfin les combinaisons, c'est pas des blouses, hein, c'est des combinaisons jetables, elles viennent de l'agroalimentaire. Les surchaussures, c'est de l'hôtellerie. Les lunettes, c'est un fournisseur de matériel de BTP. Les masques, je ne saurais pas vous dire parce qu'il en est venu de partout par petite quantité. Après 8 heures de travail, Olivier rentre chez lui. Il retrouve sa femme Céline, infirmière dans un hôpital public. C'est la petite institution du soir en rentrant du boulot, c'est devenu une habitude. Le fait qu'on soit soignants tous les deux, au contraire, c'est plutôt rassurant. On est tous les deux dans le Covid, donc par rapport à certaines de mes collègues qui sont avec des maris qui ne sont pas du tout dans le milieu soignant, là de toute façon nous on est dedans tous les deux, donc il y a moins de... On prend quand même des précautions, mais on n'est pas angoissés l'un pour l'autre. Voilà. Céline et Olivier font corps face au virus, à l'image de toute la profession qui s'entraide, sans relâche.
Bon, ça y est, t'es habillée, Pauline. Prête à aller au boulot? Prise de service matinale à l'hôpital Avicenne. On arrive dans le service de réanimation. Toutes les chambres ont devant la porte une petite colonne avec de quoi se protéger avant de rentrer dans la chambre. C'est l'un des hôpitaux les plus touchés par l'afflux de patients. Alors depuis une semaine, de l'aide est arrivée de l'Ouest. 47 soignants brestois se sont portés volontaires pour soutenir les hôpitaux parisiens. Ah, là on est direct sur la gare de l'Est, donc c'est assez sympa la vue. Il fait beau. Voilà, il fait beau, on n'a pas eu trop de pluie, donc ça ressemble pas à Brest du tout, mais ouais, ça fait partie du petit truc quoi. Les Bretons montent à Paris quoi. Florian, Tanguy, Mégane et Pauline sont infirmiers au CHU de Brest, peu touchés par l'épidémie du Covid-19. Tous les jours, on attendait. Et pour moi, le pire, c'était de voir à la télé en fait ce qui se passait dans les autres services, dans les autres hôpitaux, dans les autres régions, et de voir que nous, finalement, on était à la maison. Avant de venir prêter main forte à Paris, les volontaires n'ont eu que quelques heures pour se décider. J'ai laissé ma famille en Bretagne pour... je pense que c'était nécessaire de venir les aider, quoi. Je vous cache pas qu'on a mis notre drapeau breton affiché dans le service, mais ça, c'est naturel. Ils disent tous merci, mais c'est pas... Voilà, merci, ils ont besoin, quoi, et ils le disent. Donc, Avant leur arrivée, il a d'abord fallu se familiariser à la réanimation. Pour Mégane, spécialisée en pédiatrie, c'est une première. Quand je suis arrivée là chez les adultes, ça a été compliqué. Enfin, j'ai eu plus d'appréhension, je pense, que les autres pour m'adapter. Il a fallu en une journée enregistrer tout ce que normalement on apprend en plusieurs semaines. Moment de repos pour les soignants bretons. Les courses sont la seule sortie autorisée. L'occasion de découvrir un peu la capitale. Première fois confinée, mais première fois quand même. Donc heureusement le taxi nous a fait faire un petit tour de Paris guidé. Donc comme ça j'ai pu voir la Tour Eiffel enfin. On va prendre des graines. Du saucisson alors. Nickel. Ouais. C'est quand on est en train de cuisiner là. Là, on est en pleine cuisine. Pour les héberger, cet hôtel est resté ouvert. 70 soignants venus de toute la France y sont accueillis gratuitement. Mon collègue, moi-même, on s'est porté volontaire, on est sorti du confinement donc pour pouvoir aider des aidants. Donc si tout le monde participe, je pense que chaque pierre est importante dans l'édifice. Il est 20h. L'heure des traditionnels applaudissements aux soignants. Et que là, ils nous félicitent maintenant parce qu'ils ont le temps et qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et quand tout ça sera fini, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne la suite. Les suites. C'est gentil, mais ça me fait pas plus plaisir que ça, dans le sens où les soignants sont quand même en grève depuis au moins 1 an. Et qu'il a fallu quand même qu'il se passe une pandémie d'une telle ampleur pour qu'on soit enfin reconnu et valorisé à un minimum. Donc en fait voilà, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait au quotidien et ni plus ni moins. Les 4 infirmiers retourneront au front le lendemain matin. Ils retourneront s'exposer au coronavirus. J'ai une légère toux, température, mais pas plus de 38,5. C'est quelque chose qui était fluctuant, hein, ça montait, ça descendait. Une espèce de résistance au niveau de la mâchoire aussi. Voilà. Courbature, une grosse fatigue. Ces symptômes, tenaces, ont poussé cette infirmière hospitalière à venir se faire dépister pour 50 €. Elle veut savoir. On a beau être professionnel, on ne supporte pas se faire piquer, mais on pique. Ouais, je vais le faire.
C'est quelque chose qui vacille, hein. De temps en temps, ça va mieux. Il y a des moments où je vais pas bien, donc voilà. Et puis avoir une certitude, quoi, pour être sûr que c'est bien ça. Et puis me dire que mes enfants, à cette heure-ci, ils ont quand même quelques signes, donc je me pose la question s'ils sont aussi atteints ou pas à cette heure-ci. Voilà. En une seule prise de sang, les tests sérologiques permettent de déterminer si une personne a été en contact avec le virus et si, a priori, elle est immunisée. La réponse vient de ce robot chinois qui tourne à plein régime. Il va permettre de rechercher les anticorps contre le virus Covid-19, coronavirus. C'est arrivé il y a plus de 2 mois en Chine, donc on a vu un peu ce qui se passait. Et dans toutes ces maladies infectieuses, la sérologie est intéressante. Donc on s'est dit il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, qu'il fallait investir dans un automate de sérologie pour pouvoir répondre à la demande qui est réelle aujourd'hui. Le robot peut analyser les prélèvements de 500 personnes chaque jour, très loin du dépistage à grande échelle. Là encore, la France dépend de la Chine. Là, on avait commandé directement en Chine des réactifs et on avait payé, il y a déjà 15 jours de cela. On vient de nous annoncer aujourd'hui que tous les tests chinois étaient réquisitionnés pour les États-Unis et qu'on nous rembourse. C'est-à-dire qu'on nous livre même pas, on nous rembourse. Le dépistage peut aussi se faire sans toutes ces machines, beaucoup plus simplement. Appuyer pour former une goutte de sang et venir la prélever à l'aide de la pipette jusqu'au trait blanc. On va ensuite, dans le puits carré, déposer le sang et ensuite rajouter 2 gouttes de diluant. À partir de là, il est 10h moins 10. À 10h, je pourrai lire mon résultat. Ce kit est vendu 10 € aux laboratoires et aux hôpitaux. Pas encore au grand public, faute d'autorisation. Le manque de tests dicte la doctrine de l'exécutif. C'est aussi le cas des masques. Le discours a évolué. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Sur le port du masque, la communication du gouvernement est en train de virer à 180 degrés. Des Français se disent désorientés par toutes ces inflexions du gouvernement. Dans le doute, le port du masque s'impose dans les rues. Il faut prendre toutes ces mesures parce que c'est ça qu'il faut faire, sinon on va jamais finir avec ces bestioles. Et pour s'en procurer, à chacun sa méthode. Bah écoutez, j'ai mon écharpe, voilà. Et puis bah voilà, je me balade avec mon écharpe. Celui-ci, on l'a acheté au Japon. On en a ramené du Japon, parce qu'on était au Japon il n'y a pas longtemps. Et là, c'est ma gardienne qui me l'a donné. C'est un masque anti-pollution à la base, en fait. C'est pour faire du vélo avec. Voilà. C'est un masque qui a passé sa date de péremption depuis 2012. Il date du SRAS ou du je sais pas quoi. Ils demandent des choses que nous, on n'en trouve pas. Ils demandent de mettre les masques et la pharmacie, il n'y a pas de masque. Les pharmacies sont d'abord chargées d'en distribuer gratuitement au personnel soignant. Voilà, par exemple. Voilà, c'est vide. Vous avez que ça? Ouais. Ce matin, non, on en a pas, non. Et voilà, il y en a à peu près une 50aine. Qu'on dispense donc aux médecins en particulier. Médecins du quartier. Une distribution au compte-gouttes est bien réglementée. Donc en gros, voilà, le syndicat qui ramasse ça, qui nous envoie ça, distribution des masques. Donc en gros, 18 masques chirurgicaux pour les médecins généralistes par semaine, les infirmiers diplômés d'État, les pharmaciens, les sages-femmes, les masseurs, les chirurgiens dentistes aussi. Voilà. Pour les autres, place au système D. Sophie est une jeune couturière. Donc sur Internet, parmi les couturières, il y a beaucoup de tutos qui circulent. Donc là, j'ai du tissu coton suffisamment épais, qui est assez serré au niveau du tissage pour que ce soit le plus efficace possible.
Et j'ai trouvé un patron que j'ai un peu adapté pour faire un masque comme celui-ci par exemple, voilà, avec 3 plis. Sophie confectionne ses masques pour ses proches uniquement. C'est pas du tout des masques pour les soignants. C'est pas du tout adapté, donc c'est plus pour les gens voilà, qui continuent leur vie quotidienne et qui sont obligés de sortir malgré le confinement. C'est pas du tout compliqué pour les débutants parce que c'est que du point droit. Ces masques alternatifs sont loin d'être les seules munitions dans cet effort de guerre. Voilà des semaines que ces machines ne tournent plus. Des semaines qu'elles ne produisent plus de bouteilles d'oxygène médical. Savoir-faire unique de l'usine Luxfer. Ces délégués syndicaux veulent sauver le site de Gerzat, mais ils ne peuvent plus l'occuper. C'est marqué conformément aux consignes gouvernementales présentées dans le cadre de l'épidémie du coronavirus Covid-19, notamment en termes de protection et de santé des personnes, nous demandons à tous les occupants du site Luxfer de Gerzat de quitter immédiatement les lieux. Le coronavirus a stoppé leur action, commencée le 20 janvier. Quand le propriétaire anglais a tenté de détruire leur outil de travail, de faire disparaître un fleuron de la métallurgie. On a commencé à monter des barricades pour empêcher les bulldozers de rentrer, pour empêcher tout le monde de rentrer et pour protéger l'outil. Et on voulait mettre l'État au pied du mur en disant maintenant vous faites un choix, soit vous êtes du côté des multinationales qui veulent saccager le territoire, soit vous êtes d'une autre et vous nous aidez à sauver nos emplois et sauver notre usine. L'usine du Puy-de-Dôme était la seule à produire ces bouteilles d'oxygène dans toute l'Union européenne. La voilà fermée depuis l'an dernier. Aujourd'hui, devant la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses voix appellent à relancer l'activité. Bonjour de loin, maître Bory. Bonjour messieurs. Ça va depuis ce matin? Oui, très bien. On est nombreux de tous bords à dire que certaines entreprises, que ce soit à Lyon ou Carlisle dans le Nord ou ici Luxfer, doivent être nationalisées pour asseoir cette indépendance vis-à-vis d'autres pays. Nous, on travaille que pour des marchés d'utilité publique. 60% de notre activité, c'est le médical. C'est pour les hôpitaux, les ambulances, c'est les traitements d'oxygénothérapie pour les patients qui souffrent de maladies respiratoires. On voit bien qu'entre ce qu'ils disent et les actes, il y a un gros décalage. Le gouvernement ne semble pas prêt à faire de pas dans leur direction. Les anciens de Luxfer n'ont pas fini de lui mettre la pression. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Voilà quelques jours qu'il s'était fait discret. Et merci d'être là. Cette semaine, le président Macron est retourné au contact des soignants. Visite dans une maison de santé de Seine-Saint-Denis, auprès de sages-femmes et d'infirmières. Vous, en termes d'activité? On finit un peu plus tard, mais sinon c'est tout. Vous finissez à quelle heure? 22h, 22h30. Donc ça commence à tirer. Un petit peu, mais bon. Ouais. Mais c'est le travail, il n'y a pas de... Enfin bon. Et comment vous faites sur les vêtements, les blouses? J'en ai pas assez, mais je fais avec, je fais comme je veux en fait. J'utilise une blouse que je garde pour 2 patients, j'essaye de faire 2 patients, et après je change de blouse, je les lave le soir quand je rentre, je les mets à sécher pour pouvoir les réutiliser le lendemain pour refaire ma tournée en fait, du lendemain. Donc on a essayé effectivement d'avoir des solutions un peu de fortune, mais les plans les mieux pensés n'avaient pas envisagé que la Chine serait touchée et tous les pays en piquent en même temps, et que ce qu'on pensait sans valeur il y a 6 mois ou 1 an, on pensait que c'était le truc le plus idiot à faire, d'un seul coup on serait en rareté. Ce que vous décrivez, c'est formidable, et merci, mais on doit pouvoir vous soulager de ça en plus, compte tenu des horaires que vous avez. Situation devenue classique en France depuis l'arrivée du Covid-19. Tout comme la télémédecine en plein boom. Dans cette maison de santé, elle représente 80% des consultations. Au niveau de vos douleurs, là, comment est-ce que vous vous situez? Est-ce qu'on est plutôt bien actuellement? Est-ce qu'il y a besoin d'en rediscuter par la suite?
pense qu'il faudra qu'on en rediscute par la suite. C'est assez difficile en ce moment. Au niveau des douleurs neuropathiques, c'est pas évident. Très bien. Depuis quand vous pratiquez la téléconsultation avec le docteur? Est-ce que vous en pensez? Alors, c'est la première fois. C'est votre première fois, d'accord. Et je pense que c'est une bonne solution dans le sens où j'ai un petit peu tardé à recontacter mon médecin parce que, étant donné la situation actuelle, je voulais pas forcément le déranger. Je savais qu'il y avait probablement énormément d'urgence à gérer. Mais pour autant, je pense que c'est quand même important de pouvoir continuer le suivi. La Seine-Saint-Denis, un des départements les plus touchés par l'épidémie, dans une région proche de la saturation. Il n'aurait pas dû entrer en service avant septembre. Mais face à l'urgence, il a fallu accélérer la cadence. Et c'est vraiment un effort de mobilisation colossal. Le tout nouveau bâtiment de l'hôpital Henri-Mondor regroupe 85 lits de réanimation, 21 salles de bloc opératoire sur une surface de près de 13 000 mètres carrés. Et il y a eu vraiment un élan de solidarité exceptionnel pour justement renforcer les équipes de l'assistance publique qui feront l'ossature médicale et paramédicale de ce bâtiment et de ces réanimations. Le système hospitalier français a dû monter en puissance. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est en vérité un succès à bas bruit. La capacité qu'a eu le système hospitalier, le système de soins français, à passer d'une capacité normale de 5 000 lits de réanimation à plus de 10 000 lits aujourd'hui. Nous sommes à un moment de l'épidémie où le nombre d'admissions en service de réanimation est en ralentissement. Il progresse encore, mais avec une progression qui est désormais très lente. Très lente. Cette progression se ralentit au point que peut-être nous arrivons à quelque chose qui ressemblerait à un plateau. Et c'est très probablement, très certainement là, l'effet du confinement. Ce qui m'incite évidemment et ce qui m'invite évidemment à dire qu'on peut faire un point d'étape, mais on ne peut pas faire le bilan définitif du confinement car le confinement est appelé à durer. C'est la raison pour laquelle je dis régulièrement que l'heure du déconfinement n'est pas venue. C'est pourquoi les autorités mettent en garde la population. Elle ne doit pas céder à la tentation du relâchement. En fait, nous, on fait le constat que les gens ont peur de prendre une amende à 135 €, mais n'ont pas peur d'attraper un virus qui est quand même potentiellement mortel. Et en fait, on se rend compte que sur le français, si on ne tape pas dans le porte-monnaie, malheureusement, les mesures ne sont pas respectées et malheureusement, on est obligé d'arriver à des sanctions. Alors que nous, on aimerait être dans un rôle de prévention et que les gens comprennent la situation de catastrophe sanitaire, quoi. Les gendarmes patrouillent, sans répit, pour débusquer ceux qui bravent l'interdit. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Ce contrôle d'identité, s'il vous plaît. Vous pouvez ressortir les bières, on les a vues, monsieur. Hein. Elles sont là. Ouais, elles sont là, il n'y a pas de souci. Ouais. Pourquoi vous êtes là exactement, monsieur? J'étais sorti faire un tour. Alors, là, c'est un tour, vous n'êtes pas du tout dans le respect du confinement. Ouais, non, mais je sais. Vous êtes dehors, vous êtes en train de boire des bières. Non, donc je vais vous verbaliser par rapport à ça. Il y a les envies de sortir, on est sur le printemps. Et voilà, on les retrouve sur des lieux assez isolés où ils sortent, ils boivent des bières et le respect du confinement est beaucoup plus difficile. Depuis la mise en place du confinement, les forces de l'ordre sont confrontées à une forte augmentation des violences à domicile. On part sur des violences intrafamiliales. Mari vraisemblablement alcoolisé et violent. Que s'est-il passé ce soir, monsieur? J'adore, je l'aime comme tout. Mais est-ce que ce soir... c'est qu'elle se met avec son fils. Est-ce que ce soir, fils, c'est un petit diable, c'est une petite merde. Est-ce que ce soir, il y a eu... Y a-t-il eu des échanges de coups? Son fils me bouffe la vie.
On sent bien que c'est sous fond d'alcool. Les deux personnes, elles comme lui, sont alcoolisées. Et le confinement, ils sont ensemble toute la journée. Donc ça a explosé ce soir comme ça a explosé aussi hier. Cet adolescent de 12 ans, inquiet du comportement de son beau-père, a fini par appeler à l'aide. C'est assez violent, donc du coup il pète un câble, il l'a menacé avec un couteau. C'est très violent en ce moment. Dans cette situation explosive, les gendarmes décident de séparer le couple pour la nuit. Les signalements de violences conjugales ont augmenté d'1 tiers dans la France du confinement.